Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de vous présenter Nathalie Lévy. Allez-y. Donc, j'accompagne en coaching depuis 15 ans les managers, les cadres, les dirigeants à développer leur potentiel en gardant leur singularité, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes après un parcours de manager et avec des responsabilités opérationnelles. Et je suis également superviseur et mentor et assesseur. Merci beaucoup. Sandrine? Donc moi je fais aussi du coaching depuis 15 ans, je suis coach MCC pour ICF et donc moi le coaching que je pratique le plus, enfin où j'ai le plus pratiqué est vers l'éducation, donc coacher des jeunes, des parents, des enseignants. Je suis aussi superviseur parce que pour moi c'est important aussi de professionnaliser le coaching et de donner une image très professionnelle du coaching, surtout dans le milieu de l'éducation. Merci Sandrine Tréboux. Séverine Jourdain? Oui, donc Séverine Jourdain, je suis executive coach aussi depuis une vingtaine d'années, MCC pour ICF. Et j'ai la chance aujourd'hui de vivre ma passion pour le coaching avec plusieurs chapeaux. Donc celui de praticien, bien sûr, mais aussi celui de leader, puisque je gère des communautés dans différents endroits et en corporation. Donc je crée des coaching cultures à la fois chez mes clients. Et aujourd'hui, j'ai aussi une casquette de leader, puisque je suis executive director à l'IMD en Suisse, où je gère le centre de coaching excellence. Voilà, donc c'est gérer une communauté, les développer dans des programmes d'executive education, mais aussi délivrer du service exécutif à nos clients. Donc, de ce fait, je suis aussi mentor, superviseur, ICF assesseur. Voilà, donc structuré, professionnalisé, c'est vraiment des mots qui me parlent et qui me touchent beaucoup. Et puis plus récemment, j'ai un autre chapeau. Je suis chercheur maintenant. Je fais un doctorat sur le coaching. Très bien. C'est une nouvelle casquette. Merci beaucoup. Nathalie Ducrot? J'ai aussi le même partage de cursus. J'ai eu la chance de réorienter ma carrière vers le coaching il y a une vingtaine d'années. C'est une passion de tous les jours. Elle s'adresse aux dirigeants, à leurs équipes, sur le focus de l'impact leadership, de la communication effective, de la motivation essentielle. Je pense qu'individuellement, en tant que coach, et puis, les coachés que nous accompagnons, on est au service de plus grands que nous. Donc, je pense que c'est ça qui donne du sens, qui partage du sens. C'est ce qui est important. Et au sein de la communauté ICF, j'ai toujours et je suis toujours activement impliquée dans les processus d'accréditation, comme mentor, comme assesseur, mais aussi comme subject matter expert. Je suis désolée, j'ai pas cherché comment on allait traduire ça dans l'instant. Très, très impliquée pour promouvoir le professionnalisme, accompagner les coachs et les leaders à viser le meilleur d'eux-mêmes, en effet. Merci beaucoup. Alors là, franchement, j'ai une question que je vais vous poser tout de suite. Vous êtes assesseur, mentor, superviseur. Votre rôle de superviseur, en quoi il est important pour notre métier de coach professionnel? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Nathalie Lévy. Allez, je démarre. Mais on a parlé de passion. On sait que le coaching, c'est à la fois très concret, on a des résultats, il y a de l'efficacité, et aussi il y a une partie plus intangible, plus abstraite, plus humaine, plus complexe, et que je crois qu'au travers de ce qu'on partage dans nos valeurs, il y a une exigence par rapport à notre métier, à la qualité, aux compétences, on a parlé d'ICF, et pouvoir reconnaître ces compétences, continuer à les développer, continuer à garder des repères, et cette qualité d'intervention, dans l'accompagnement humain, ça me paraît essentiel de ne pas partir dans tous les sens et d'être vigilant à cette exigence-là et aux compétences qui sont nécessaires pour ce métier et dans lequel on ne cesse jamais d'apprendre. C'est dans les parcours que je vois aussi chez vous. Et en tant qu'assesseur, alors, quelle est votre mission? Très concrètement, c'est très très concret. On reçoit mensuellement les enregistrements des applicants aux différents niveaux d'accréditation. Personnellement, je fais un focus sur l'évaluation des enregistrements MCC. Et donc, on délivre une écoute attentive à chaque enregistrement. Je veux préciser attentive, parce qu'on est entraîné, on est formé pour délivrer un feedback et on rédige un feedback.
basé sur des évidences, le plus possible, quand bien même au niveau MCC. Il y a des notions un petit peu plus subtiles et intangibles liées à la présence, à la qualité relationnelle. Toutefois, on est dans un métier qui a des codes, qui a des standards, et donc c'est d'évaluer si ces standards sont respectés au niveau attendu. D'accord, merci, c'est très clair. Et vous, mesdames, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire en sorte que vraiment la plupart des coachs se mettent dans cette démarche de supervision et puis d'être parfois, enfin régulièrement, qu'on évalue, qu'on réévalue régulièrement leurs compétences, parce que c'est bien comme ça que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on motive les gens à aller de plus en plus vers ça ? Évidemment, dans un souci de montrer le professionnalisme de notre métier. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Il y a la partie structuration et professionnalisation. Et là, je pense que ça fait même partie de la déontologie de notre métier. Puis il y a aussi une partie éthique. C'est-à-dire c'est un développement très profond et s'assurer justement qu'on reste dans les bons standards, qu'on ne tombe pas avec voilà, ce que j'ai appelé peut-être la tentation du gourou. Donc on reste vraiment dans la pratique éthique de ce métier. Donc c'est obligatoire. Pour moi, ça fait partie de l'hygiène. Et c'est vrai que quand on crée même des coaching community, c'est même un critère pour moi important d'adhésion à la communauté. Je n'emborderai pas quelqu'un qui n'est pas supervisé ou qui n'a pas une structuration déontologique et éthique assez forte. Donc pour moi, c'est vraiment un critère de professionnalisme. Et vous insistez beaucoup sur l'éthique. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre rôle de mentor ? Parce qu'on n'a pas encore parlé de ce rôle-là, alors ça m'intéresserait de vous entendre. Oui, et en lien avec l'éthique aussi, enfin, si on peut poursuivre ça. Bien sûr. Comment on pousse les gens, enfin, comment on engage les gens dans la supervision. Je pense que si vraiment on est coach et qu'on pratique, forcément ça mène à nous finalement quelque part. Parce que aussi ressentir s'il y a des projections, des transferts, contre-transferts, etc., c'est quelque chose à décrypter pas seul, quoi. Voilà. Et donc en tant que mentor, c'est aussi comment rester dans l'éthique, accompagner d'autres coachs vers cette profession et justement être attentif aux dilemme éthiques, tout ce qui pourrait emmener ailleurs, quoi, les coachs. Voilà. Et dans la posture de coach, c'est entre les deux, entre superviseur, j'ai envie de dire, et voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose maintenant qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Nathalie Ducrot, et je rebondis un peu sur le rôle de mentoring, vous vous définissez parfois comme, je vous ai déjà vu vous définir comme une passeuse. Qu'est-ce que vous voulez transmettre en tant que coach, là, dans votre posture de coach ? Je pense que le coaching a quand même un historique. On l'a vu avec nos présentateurs de ce matin en ouverture du congrès. On commence à avoir du recul. J'ai commencé le coaching à une époque où il n'était pas réellement reconnu et on commençait chaque conversation par expliquer de quoi il s'agissait. On est maintenant dans un moment de plateau, j'allais dire, où ça y est, et la société et les structures entrepreneuriales de toutes formes ont capté ce que c'était le coaching. Par conséquent, il nous appartient, nous, en tant que coach professionnel, de nous assurer que les autres professionnels vont se sentir suffisamment équipés et en sécurité pour pratiquer leur métier. C'est un point. Un autre point consiste à, j'allais dire à nouveau, viser plus grand que nous. Le monde et ses turbulences nous imposent l'excellence, nous imposent le résultat, et nous donnent cette exigence intérieure de servir l'humanité dans son ensemble et les prises de conscience majeures nécessaires. Je crois beaucoup à l'effet papillon, oui. Les petits riens qui changent tout. Et je pense que passer ce message, il n'y a rien d'inutile, chaque geste compte, chaque parole, et que ce soit dupliqué par les leaders que nous accompagnons et l'effet que ça peut produire autour. Moi qui suis une montagnarde, j'aime beaucoup l'effet boule de neige aussi. D'accord, belle métaphore. Et comment on fait pour, alors là je vais faire une transition facile, ne pas se sentir imposteur, parce que c'est quand même l'intervention que vous allez faire. Et alors nous, on ne peut pas la suivre. Et alors, vous pourriez nous en livrer un ou deux messages clés de cette histoire d'auto-sabotage qui va intéresser beaucoup de personnes.
C'est un sujet qui nous a beaucoup interpellés avec Nathalie, effectivement, qui est de plus en plus présent, je dirais, en tout cas dans ma pratique de coaching, et à 2 niveaux, parce que j'ai 2 types de coachés qui émergent, enfin qui mettent ce thème du syndrome de l'imposture sur la table de plus en plus. D'abord, il y a les leaders qui sont seniors, voire très seniors, et qui, eux, en fait, se retrouvent dans un monde de leadership en complète transformation. Donc, ils sont un peu paumés, c'est-à-dire que voilà, on passe de l'opulence au sens, on passe de la performance à la vision, du command and control au empower and engage. Donc, ils sont un peu paumés, ils n'ont plus vraiment les codes, et dans cette phase de transition, donc, ils sont plus à même de revivre à nouveau ce syndrome d'imposture à un moment donné de leur carrière où ils devraient potentiellement plus. Donc, il y a une forme de réapprentissage et de nouveaux contrats avec eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un sujet émergent. Et puis, le deuxième type de coaché où je trouve que ce sujet est très important, c'est on a tendance à dire que le syndrome de l'imposture est plutôt un sujet féminin. Et je ne suis pas d'accord. Moi, je ne le vois pas sous cet angle-là du tout. Moi, je le vois plutôt sous l'angle du cerveau différent, plutôt de la neurodiversité. Merci. Donc, plutôt des HPI, des troubles de l'attention, des visionnaires, des personnes qui découvrent l'Amérique et des intrapreneurs. Et finalement, ce type de personnalité, de profil ou de cerveau va être un peu plus sensible, en fait, à ce syndrome de l'imposteur, qui va se nourrir, en fait, de cette personnalité, de ce cerveau un peu particulier. Donc moi, c'est un peu ces 2 éléments-là. Et puis, de plus en plus, c'est un sujet présent. Donc, bien entendu, toutes mes expériences, à la fois personnelles et cette expérience terrain, a beaucoup impacté ma pratique. Parce que comment on va mettre en place une sécurité psychologique suffisante pour que les coachés accèdent à cette vulnérabilité et partagent en confiance ce syndrome du saboteur. Donc je trouve que cette notion de vulnérabilité, elle est de plus en plus aussi présente, importante. Et ça aussi, c'est un nouveau code. Montrer ça. Et alors, merci pour la transition. Toute apportée sur un plateau d'argent pour Nathalie Lévy, le doute, meilleur ami du coach. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh oui, donc le coach, l'art du questionnement, la question est importante. On parlait de supervision. Nous, dans notre métier, on accompagne, se poser les bonnes questions. C'est pouvoir que nos clients se les posent, mais nous aussi se poser ces bonnes questions. Et je dois dire que pour nous, nous sommes notre meilleur outil. Le meilleur outil du coach, c'est le coach. Je crois qu'il vaut mieux un coach qui doute, qui se pose des bonnes questions, même si la sécurité, travailler sur sa sécurité est importante, qu'un coach qui serait plein de certitudes et où il n'y aurait pas d'espace à l'émergence de quelque chose de nouveau et qui permet le développement de chacun. Et aussi, comme vous le disiez, dans cette complexité de pouvoir apporter, avancer et s'épanouir aussi. Séverine Jourdain, Sandrine Trébou, pardon. Comment vous nous apportez un peu de légèreté là-dedans? Et vous voyez bien le lien que je fais par rapport à votre intervention. Oui, je vois bien le lien, puisque moi, l'atelier que je propose, en effet, c'est du jeu au jeu et de la... Du jeu JE au jeu JEU. Du jeu JEU au jeu JE et de la légèreté à la profondeur, puisque... ici, pour moi, à quoi j'ai été confrontée finalement avec mes premiers clients jeunes, c'est que finalement, dans le coaching, c'est les questions, les réponses, mais parfois, les jeunes, c'est des fois, c'est pas si évident que ça. Et donc, j'ai dû aller chercher d'autres choses au niveau de la créativité, au niveau du jeu. Et finalement, c'est par le jeu, par la créativité qu'arrivent les réponses. Et parfois, des réponses bien plus profondes, en fait, dans l'inconscient, dans la spontanéité qui sort, et c'est ça qui me parle, parce que c'est aussi de faire quelque chose de léger aussi, au fond. Si on veut que les jeunes, en tout cas, s'engagent, et les futures générations s'engagent dans le coaching, il y a aussi quelque chose au niveau de l'émotionnel qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes, leur souhait de vivre quelque chose d'unique aussi, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la génération qui arrive, génération alpha, puisque c'est déjà ceux qu'on coach, voilà. Et donc, ils ont 15 ans maintenant. Mais donc, comment on va les intéresser? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Et moi, je m'adresse aussi aux leaders du coaching. Comment on va transformer finalement notre pratique pour intéresser ces générations-là? Et pour moi, c'est ça. C'est de passer par le jeu et la créativité. Comment le jeu peut être engageant et très sérieux finalement. Oui, exactement. Engageant pour l'envie. C'est
c'est amener de l'envie aussi, parce que un coaché qui n'a pas envie de se faire coacher, qui n'est pas dans l'envie, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le lien aussi. Voilà, donc c'est passer par le jeu et passer par la créativité pour toucher d'autres choses, quoi. Et d'autres choses parfois très profondes, qu'on veut pas, qu'on s'attendait pas que ça sorte finalement aussi. Merci. Pour conclure, vous serez satisfaite de ce congrès si vous repartez avec quoi? Pleine d'énergie, enrichie par la communauté, par ce partage, ces échanges, des valeurs, de bienveillance et aussi d'exigence, de professionnalisation, en continuant d'apprendre et de s'enrichir. C'est un métier où on finit jamais d'apprendre et voilà, avec toutes ces belles rencontres et l'envie de poursuivre encore et de rencontrer encore. Merci. Moi, je crois que je suis déjà contente, en fait, de repartir. Je ne suis pas partie, ça n'a pas démarré, mais je trouve ça fou, parce que ici, dans ce qui est en train de se passer dans ce congrès, pour moi, c'est aussi la vision de ce que ça peut être le coaching et de ce qu'est notre communauté, même si je ne veux pas sectariser, surtout pas sectariser le truc, mais parfois, le coaching a pas mal de détracteurs, ça a été souvent critiqué. Ici, ce qu'ont fait les organisateurs de ce congrès-là, moi je suis hyper épatée et touchée aussi, c'est-à-dire que ça a été vraiment fait, tout le monde est bénévole ici, c'est dans l'horizontalité à la fois, tout le monde paye sa place, il n'y a pas autre chose qu'on soit orateur ou pas, il y a cet échange-là de donner-recevoir aussi qui s'équilibre, et moi je suis fière du coup. Et même ça me touche quand je le dis. Oui, je suis fière de se dire, oui, c'est ça qu'on va montrer au monde. Et moi, je sais que ça va bien se passer. Enfin, voilà, que forcément... Et c'est juste déjà l'intention qui me touche, en fait. Donc, je pars déjà avec quelque chose, en fait. Merci. Et moi, pour faire écho, en fait, je suis déjà contente. Déjà, je pars tout à fait satisfaite. Et j'habite, moi, en Suisse, aujourd'hui. Donc, j'arrive, en plus, dans une communauté française de pairs, dans mon pays, en français. Donc, un vrai grand bonheur, déjà. Et les premiers moments de la conférence, quand j'ai commencé à voir tous ces gens, à sentir tous ces gens, il y a un mot qui m'est venu, c'est sublime. Et sublime dans le sens de Kant, qui disait le sublime, c'est une force qui excède la faculté de comprendre. Et en fait, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que ce qui est magnifique ici, c'est qu'à la fois, il y a une faculté de comprendre et d'apprendre. Donc ça met des mots en fait, sur une pratique et ça structure la pensée, ça articule la pensée. Mais en même temps, il y a une espèce de force et une énergie sublime, justement, qui est là et qui, moi, m'exalte, me ravit, nourrit ma passion, nourrit mon inspiration. Voilà. Donc, je n'ai pas de mots, en fait. Je suis déjà ravie. Je n'ai pas de mots. Sublime. C'est beau. Sublime. Voilà. Merci. Nathalie Ducrot, vous allez avoir le mot de la fin. Je vais avoir le mot de la fin. C'est une lourde responsabilité parce qu'il fait écho absolument à tout ce qui a été dit avec tellement de talent juste dans cet instant. Le mot de la fin, j'ai toujours... En fait, je crois que je suis une militante, une activiste du coaching quelque part. Et par conséquent, pour moi, ce qui sera important, c'est la façon dont ce congrès continuera à cascader dans le même esprit au sein de la communauté des coachs francophones. Et la dimension francophone est très intéressante parce qu'elle rayonne pas seulement en France. J'ai croisé ce matin des collègues libanaises, belges, canadiennes, et ça c'est la magie. Ça s'intègre dans une dimension internationale et il faut bien savoir que cette magnifique petite planète sur laquelle on est, elle a un tout petit peu besoin d'un peu plus d'attention en ce moment. Donc si à nous tous, on emmène assez d'énergie pour garder vif cet impact et ces belles intentions et les rendre actives, eh bien moi, c'est une envolée de colibris qui me fait rêver. Merci pour cette envolée à 4. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour votre contribution, mesdames. Merci beaucoup.